quand ça va être leur tour. Donc, pour commencer, on va avoir Jean-François Vachon, qui est juste ici, qui a de la misère avec sa manette. Donc, M. Vachon possède plus de 13 années d'expérience en pratique en environnement et en urbanisme. De 2010 à 2017, il a occupé le poste de directeur de l'urbanisme, de la planification et du développement durable à la ville de Rosemont. Il a aussi piloté le plan de développement durable et la révision du plan d'urbanisme et de réglementation à cette même ville. En 2017, il a rejoint l'équipe de stratégie immobilière LGP, où il accompagne divers clients, dont plusieurs municipalités. En 2014, Jean-François a mis sur pied un cours qu'il enseigne ici à la maîtrise en environnement. Donc, multitâche. Et Christine Boyer, qui est juste ici. Donc, Mme Boyer qui va rester assise, elle a une limitation au niveau de la jambe. Ici, conseillère en recherche à la communauté métropolitaine de Montréal. Mme Boyer accompagne les municipalités dans leurs projets d'acquisition de milieux naturels et de mise en valeur depuis 3 ans. Elle travaille également à l'élaboration d'un plan d'action pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels afin d'atteindre le 17% d'aires protégées sur le territoire. Biologiste de formation, elle possède un diplôme d'études supérieures en gestion durable des ressources forestières et un autre en gestion de la faune. Pendant près de 15 ans, comme consultante, elle a réalisé plusieurs projets de caractérisation de milieux naturels et d'évaluation environnementale. Donc, juste avant de commencer, validez par votre honnêteté, ceux qui viennent de rentrer, si vous avez bien la lettre A sur votre carte, donc validez avec votre voisin, si personne ne veut dénoncer. Donc, on va laisser la parole à M. Vachon. Bonne formation. Bon, bonjour tout le monde, bon matin. Quoi? Ah oui, c'est ok. Bonjour tout le monde, bon matin. Merci d'être ici en pleine forme à 8h30. Là. Je sais que hier, en tout cas, moi, dans la chambre à côté de la mienne, semblait beaucoup s'amuser en parlant des milieux naturels, donc tant mieux. Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé hier qu'il y avait une énergie particulière. Là. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est comme si j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont l'impression d'être là au bon moment dans leur pratique, que ce soit dans les MRC, dans les villes, dans l'environnement. Puis on sent qu'il y a une espèce de changement. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir toujours des annonces financières, mais ça fait longtemps, je pense, que les gens qui travaillent dans le milieu de l'aménagement, cette espèce de flou par rapport aux demandes de certificats, puis par rapport à la possibilité de conserver, puis par rapport au fait que quand on rentre dans une démarche de savoir vers où ça va nous amener, est-ce que le ministère de l'Environnement va être notre allié, est-ce qu'il va être notre ennemi dans notre démarche? Dans les deux cas, je pense que ces plans-là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Puis moi, en tout cas, je suis content de voir la mobilisation. Quand je suis arrivé hier, de voir qu'il y avait autant de personnes de présents, je trouvais ça très intéressant. Mais aussi, j'ai vraiment senti une énergie particulière. Donc, nous, aujourd'hui, on va essayer de vous ramener ça au niveau de l'action parce que, bon, tous ces principes-là, les objectifs de faire des plans, c'est intéressant, mais là, est-ce qu'on est capable de les mettre en œuvre? Donc, notre première partie, on va plutôt parler des règlements au niveau, autant municipaux. Moi, mon background est plus municipal qu'au niveau, régional et métropolitain avec Christine, là, qui est à la CMM, qui travaille avec plusieurs MRC. Puis, par la suite, la deuxième partie, on a des gens qui sont des acteurs de la conservation au niveau de bassin versant et d'organismes de conservation qui vont pouvoir parler un peu de comment est-ce qu'on réussit à vraiment créer les aires protégées puis d'atteindre finalement nos objectifs de conservation. Là. Donc, juste pour nous permettre un peu de voir comment est-ce qu'on ajuste notre discours, on voulait savoir, il y a combien de personnes dans la salle qui proviennent du milieu, disons, on va aller d'en haut, le premier palier au niveau du gouvernement du Québec, disons. Ok, super. Des gens qui sont au niveau régional, au niveau des MRC. Parfait. Bon, OK. Au niveau municipal, au niveau des villes. OK, super. Puis au niveau d'organismes de conservation. OK. J'ai l'impression qu'il y a plus de droits que le monde, ouais. Vraiment des consultants au privé. OK, bon, bienvenue, super. Des avocats. Bon. OK, je vais essayer d'être, dans ce cas-là, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va sortir un peu là, de juste la théorie des outils, puis je vais essayer, c'est bien que ce ne soit pas nécessairement des gens des villes, parce que je me dis souvent, les gens dans les MRC, vous êtes ensemble, puis vous avez beaucoup à vivre avec la politique, puis votre conseil des maires,
mais ces maires-là avec qui vous travaillez au niveau régional, c'est tout le temps les mêmes personnes qu'on arrive au municipal. Puis les enjeux auxquels ils sont confrontés, je pense que puisque vous avez beaucoup de pouvoir à travers vos affectations, à travers vos documents complémentaires, je vais essayer de vous amener mon point de vue sur la performance des outils rendus aussi au niveau local. Fait que moi, j'aime bien dire qu'en fait, la mission impossible, c'est contrôler l'étalement. Puis pourquoi j'amène ça? C'est parce que d'une certaine façon, si on parle de conservation des milieux naturels, ce contrôle-là, on ne se le cachera pas, on a plein d'outils qui existent depuis longtemps pour réussir à contrôler l'étalement. Puis des fois, quand on arrive à la conservation des milieux naturels, on essaie d'être super créatif avec les outils, mais finalement, si on peut juste combiner ces deux enjeux-là ensemble, des fois, on arrive au même objectif. Donc, par où commencer? Je vais le répéter, même si tout le monde, tu sais, je pense, l'entend, puis... mais il n'y a personne, là, on va partir du principe qu'il n'y a personne qui peut forcer une municipalité, là, j'inclus là-dedans les municipalités régionales de comté, là, à modifier son schéma d'aménagement, son plan d'urbanisme ou de prolonger ses infrastructures. Hein? Donc, finalement, il n'y a personne qui peut forcer un gouvernement à ne pas pouvoir gérer son urbanisation. On va vous présenter aujourd'hui une série d'outils que nous, on considère un peu dans un ordre de priorité ou finalement d'efficacité pour atteindre cet objectif-là. Premièrement, je vais dire la vision. Ça, vous allez dire que la vision, c'est un peu, tu sais, finalement, toutes les MRC ont une vision de conservation. Toutes les MRC comme sont pro-conservation, puis on voit qu'il y a souvent des objectifs, puis on arrive dans les plans sur les zones prioritaires de développement, souvent c'est en contradiction avec nos objectifs. Hein. Mais j'ai fait le tour, moi, quand même, de vos schémas là, pour la présentation d'aujourd'hui. Puis je dirais que le mot qui revient le plus souvent, là, c'est souvent une phrase qui ressemble à peu près à ça. Puis elle passe tout le temps avec notre conseil des maires, puis tout le monde a fait comme c'est donc bien écrit cette phrase-là. Une phrase qui va dire une vision environnementale intégrée assurant un équilibre entre le développement urbain, la protection et la mise en valeur des écosystèmes. Ben, moi, je vais vous dire tout de suite, là, quand je parle d'une vision affirmée en conservation, cette phrase-là, c'est probablement la pire. Là. La fameuse phrase qui amène le mot équilibre, là, on l'entend depuis là, les années 70, là, cette phrase-là. C'est probablement la pire phrase parce que c'est sûr que moi, je pense que la conservation puis le volet politique, c'est ça qui va vous amener au niveau régional puis au niveau des municipalités à être capable de vous ramener à quelque chose par rapport à votre vision. On sait que pour entamer une modification de schéma, l'énoncé de vision stratégique, c'est comme un départ. Ben là, ce qui se passe avec le plan de protection des milieux hydriques, je trouve qu'il y a comme un timing parfait pour revoir votre énoncé de vision et avoir finalement un énoncé de conservation qui est pas mal plus affirmé. Je suis allé voir, puis bon, tu sais, après vous me direz peut-être que votre MRC est meilleur ou son énoncé stratégique est meilleur, mais je trouvais quand même que la Côte de Beaupré, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Côte de Beaupré qui est ici? Ah bon. On fait un exercice assez intéressant où ils ont combiné déjà, eux, leur plan directeur de l'eau à travers une planification stratégique en développement durable. Puis, quand on arrive ici, bon, ils ont fait un exercice de visualisation dans le temps. Donc, déjà, ils ont mis un délai en se disant qu'ils vont être obligés, à un moment donné, même si c'est 5 ans, les schémas, revoir cet énoncé de vision-là. Puis, en 2030, la Côte de Beaupré offrira et développera des milieux de vie dynamiques et attirants. Là, le premier point, qui mettent en valeur et protègent les éléments distinctifs du territoire que sont ses attraits naturels et ses racines. Je pense qu'on est pas mal tous rendus là au niveau des MRC qui ont des milieux naturels que vous souhaitez conserver parce que vous êtes comme au premier plan à ce niveau-là. Fait que notre point de vue par rapport à comment mettre cette vision-là en œuvre, on va commencer avec la force des outils. Je pense que le premier point, c'est les périmètres d'urbanisation. Ça, vous êtes comme des experts là-dedans. Fameux périmètre d'urbanisation avec les zones prioritaires d'aménagement ou les zones de réserve. Vous êtes des experts là-dedans pour identifier des périmètres, des intentions d'urbanisation, où on va ouvrir des rues puis on va développer, des périmètres de non-urbanisation. Moi, j'étais à Bromont avant, puis j'ai vu que dans la salle, là, mes anciens confrères et consoeurs de la MRC Bromont-Municipal sont là, je les salue. C'est une MRC, je pense, qui a eu à dealer dans sa deuxième génération de schéma avec beaucoup de négociations avec le gouvernement. Puis une des exigences du gouvernement provincial dans le cadre de cette négociation-là de schéma, c'était de dire que toute nouvelle rue privée au public ou prolongement d'une rue privée au public existante est interdite à l'extérieur des périmètres d'urbanisation existants. C'était une exigence du gouvernement provincial. Moi, je trouve que ça, puis en tout cas, tu sais, il y a eu beaucoup de poursuites dans les dernières années, mais là-dessus, sur dire qu'on identifie des périmètres d'urbanisation, puis qu'on ne permet pas l'ouverture de rue à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, moi, que je me trompe, je pense pas que la MRC a été poursuivie à ce niveau-là.
Non. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque vous en faites tous des périmètres d'urbanisation, puis c'est comme un contenu obligatoire au niveau de votre schéma. Juste avant de passer à celle-là, j'ai un petit aparté que je voulais vous dire, en fait. Je pense qu'il va y avoir aussi un travail à faire de votre côté avec vos maires, là, que cette fameuse technique-là que le gouvernement, le ministère des Affaires municipales, puis là, je parle ici aux gens du ministère de l'Environnement s'ils peuvent parler à leurs collègues, de se baser sur les permis du passé pour projeter le futur, puis calculer des espaces, puis finalement, tout le monde a peur un peu au niveau du gouvernement, puis ils veulent avoir le périmètre le plus large parce qu'ils veulent pas avoir à revenir à Québec. Il y a du monde de Québec qui n'ont jamais entendu ça, mais ça, c'est la vérité. Je pense que ça, il va falloir se poser des questions là-dessus. Parce que c'est sûr qu'en termes de cohérence, le périmètre d'urbanisation qu'on va se donner au niveau régional, ben, va affecter par la suite le niveau municipal. Et si on veut pouvoir gérer nos périmètres d'urbanisation, ben, je pense qu'il faut commencer à se poser ces questions-là. Il faut peut-être trouver des mécanismes pour être capable, lorsqu'on veut le changer, de pouvoir y aller, puis que les gens pensent que ça puisse se faire en moins de 2 ans. Juste un petit exemple aussi que je trouve très intéressant. Vous savez, on dit souvent qu'en milieu naturel, lorsqu'on vient mettre un périmètre d'urbanisation assez sévère pour protéger les milieux naturels qui sont à l'extérieur de notre municipalité, ça va souvent venir mettre une très grosse pression sur les milieux naturels à l'intérieur de la municipalité, dont certains ont une valeur écologique importante ou certains ont une valeur sociale importante. Moi, je dis tout le temps, tu sais, mon fils est en 4e année, puis là, il apprend c'est quoi un périmètre. Puis là, c'est comme si on apprenait qu'un périmètre, c'est le contour d'une forme, puis son contour extérieur. Il n'y a personne qui a dit qu'on ne peut pas un sous-périmètre d'un périmètre. Il n'y a personne qui a dit qu'un périmètre, ça doit être un polygone plein. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait à Beaumont, puis l'enjeu, c'est pas un enjeu de milieu naturel, c'est plutôt un enjeu social, où finalement, bon, vous savez que dans la région, bon, on va appeler Beaumont région de Montréal, là, mais dans la région, au Québec, en fait, il y a une conversion, ou une grande tendance à convertir les golfs. Là encore, j'étais à Saint-Adèle, puis il y a un projet où il y a une conversion de golf, puis finalement, souvent, les citoyens, ils comprennent pas trop, ça fait partie un peu de leur paysage, ça fait partie de leur actif récréo-touristique. Lorsqu'on arrive à la fin du développement immobilier autour des golfs, souvent, ben, les promoteurs vont dire « Ah, il est plus rentable, je veux faire un 12 trous, je veux faire un 9 trous, je veux plus de trous. » Donc, ce qu'on a fait, à la demande finalement des citoyens, dans le cadre de la consultation pour le schéma, les citoyens ont demandé à ce que le périmètre d'urbanisation soit vu. Puis, puisque vous avez vu que c'est impossible d'ouvrir une rue à l'intérieur d'un périmètre à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, ben on est venu exclure finalement le golf du périmètre d'urbanisation. Donc, on ne pourra pas empêcher, disons, des constructions qui donnent sur des rues existantes avec les services de se faire, mais au moins on va comme réduire la pression en termes d'urbanisation et de fermeture au niveau du golf. Donc, là ici c'est un golf, ça pourrait très bien être un milieu naturel en zone urbaine, ça pourrait très bien être une forêt urbaine qui abrite un milieu humide. Puis vous savez que de juste protéger le milieu humide, ça ne sera pas suffisant pour le protéger, mais qu'il faut protéger l'habitat au complet. Vous comprenez ce que je veux dire à ce niveau-là. Une fois la vision puis le périmètre d'urbanisation réglé, c'est sûr qu'on tombe dans tout ce qui est affectation écologique. Ça, puis je pense que les affectations, les zones à valeur écologique, que ce soit au schéma, après ça, on les voit dans les plans d'urbanisme. On peut même les voir après dans les règlements de zonage, on peut les voir dans le découpage au niveau du PIA, usage conditionnel, etc. Donc, comme vous savez, ces affectations écologiques-là, leur objectif, c'est de protéger les territoires d'intérêt et les contraintes identifiées, ou ajuster les usages et les densités en fonction des affectations. Je veux juste comme soulever un enjeu par rapport à ça, parce que c'est souvent le premier réflexe qu'on a. On pense pas au périmètre d'urbanisation, puis on pense tout de suite aux affectations, conservation. C'est sûr que pour pouvoir y arriver, ben, il faut une très bonne connaissance scientifique des milieux, à jour, hein, souvent. Et puis, je vous le cacherai pas que c'est le premier point. Nous, on est dans différents dossiers où c'est ça l'enjeu. Premier front là, pour la contestation juridique ou la pression là, sur le politique au niveau là, de ces affectations-là. Donc, je vais laisser Christine, parce que c'est elle l'experte à ce niveau-là, vous parler un peu de tout ce qui a été fait au niveau des affectations dans les schémas d'aménagement. Puis, on finit après avec votre plaisir. Alors, ça marche-tu? Oui. Je voulais vous présenter quelques exemples d'affectations qui ont été mis pour favoriser des mesures de conservation pour les milieux naturels. C'est pas toutes des mesures là, pour les milieux humides en soi, mais c'est pour vous démontrer que finalement, ça se peut très bien le faire. Ici, on a l'exemple de la MRC des Laurentides, où on est venu mettre une affectation corridor phonique, où on permet toujours le développement, mais un développement à très faible densité. Comme ça, on peut maintenir des corridors pour
Dans ce cas-ci, c'était les ravages de chevreuil qui étaient un enjeu pour permettre la protection de cet habitat. Donc, le corridor phonique qu'on voit, c'est le lien qui est plus en vert foncé. C'est ça. L'autre exemple que je voulais vous parler, c'est lorsqu'on vient identifier des milieux naturels d'intérêt. Dans la Nodière, il y a eu des guides qui ont été faits pour les différentes MRC sur les écosystèmes des basses-terres, où on venait identifier pour les MRC, que j'ai pris en exemple, de l'Assomption, d'Autrey et de Joliette, des milieux d'intérêt. Et je voulais vous parler là, du cas de la tourbière de Lanoraie. Dans le fond, la tourbière de Lanoraie, c'est 3 MRC qui se partagent cette tourbière-là, 7 municipalités, et c'est reconnu comme étant un écosystème de très grande qualité. Et certaines MRC ont intégré la vision de protection de cette tourbière-là. Puis je vais prendre ce petit exemple-là pour vous montrer. On a ici la photographie aérienne. On voit les milieux humides en bleu du côté gauche et du côté droit, on voit les affectations qui ont été mises sur une MRC versus les deux autres. Oups. Fait ici, on a la limite de la CMM. Donc, cette MRC-ci de l'Assomption est à l'intérieur de la CMM. Et on a les deux autres MRC qui sont à l'extérieur de la CMM. Puis quand un plan de conservation demande à une MRC d'intégrer ces milieux humides, ben à la CMM, c'est ce qu'on a fait. Les MRC devaient intégrer dans leur schéma toute la caractérisation des milieux humides. Et en plus, dans nos critères, on a un critère de protection du couvert forestier dans nos bois et corridors forestiers métropolitains. Ça fait que la MRC de l'Assomption, elle, est venue mettre un zonage de conservation au niveau de sa tourbière. Elle vient limiter le déboisement, mais permettre quand même la culture dans les secteurs non déboisés. Et on se retrouve aussi avec une zone tampon agroforestière où on vient permettre une foresterie durable dans ces secteurs-là. Ça, c'est un autre bel exemple où on a 3 MRC, un même seul milieu humide, on n'a pas les mêmes affectations et la même image projetée sur la conservation de ces milieux-là. Ça ne veut pas dire que les autres MRC ne protègent pas cette tourbière-là, mais le message est moins clair dans les deux autres que celle de l'Assomption. Un autre exemple, c'est le boisé du Tremblay, qui a été très populaire avec ces rainettes faux-grillons qu'on a entendues. En 2005, la MRC de Longueuil a été obligée de faire un plan de conservation pour pouvoir poursuivre son développement. Fait que dans le boisé du Tremblay, on voit qu'il y a des secteurs qui étaient protégés et des secteurs à protéger. Par la suite, les groupes environnementaux ont fait plein d'études pour essayer de voir c'est quoi le corridor qu'il fallait protéger pour la rainette faux-grillon. Donc, ça, c'est l'équipe de rétablissement de la rainette faux-grillon. Et en 2015, on a Environnement Canada qui est venu désigner un habitat essentiel de la rainette faux-grillon dans le boisé du Tremblay. Si vous avez entendu parler de la prairie, c'est un peu l'équivalent, mais au niveau de Longueuil. À gauche, on voit l'unité détaillée que le gouvernement fédéral a identifiée pour Longueuil. En rouge, j'ai fait l'exercice d'identifier les secteurs qu'on désignait comme habitat convenable. Donc, il y avait un habitat potentiel pour la rainette faux-grillon. Et en noir, c'est les limites de l'habitat légal au niveau provincial, mais qui n'a pas encore de statut juridique actuellement. Quand on regarde au niveau des affectations, en saumon, c'est la zone agricole et on voit toute une section en vert pâle qui est la forêt périurbaine, où on vient assurer la pérennité du couvert forestier. Ça n'a pas été fait spécifiquement pour les milieux humides, mais somme toute, on voit qu'il y a beaucoup de milieux humides à l'intérieur de cette affectation-là qui peut être protégée. Et même en zone blanche, donc la zone qui est plus en jaune paille, on est venu mettre une affectation de protection et de mise en valeur pour soustraire le développement. Un coup que tu as fait tes affectations, puis après ça, tu peux venir renforcer le cadenas puis venir mettre une protection légale. Donc, au niveau de Boucherville, on a fait une réserve naturelle de 86 hectares.
Puis au niveau de Longueuil, bien, il y a un refuge faunique qui est en cours de création pour 200 hectares supplémentaires. Donc, en plus de l'affectation, ils sont venus mettre une protection légale. Merci. Juste pour faire un peu un lien, puis moi je trouvais intéressant l'exemple de Christine qui les a amenés, parce qu'il y en a un qui est plus en zone agricole, l'autre qui est plus en milieu urbain, cadre métropolitain ou cadre comme non métropolitain. Juste pour vous dire, après, évidemment, ben, comme avec vos villes, il y a tout à fait possibilité de faire en sorte que les plans d'urbanisme prévoient des affectations. Ce qui est intéressant, c'est vu qu'il n'y a pas vraiment de règles, là-dessus, on peut être très créatif. Je vous invite à aller voir les différentes villes, donc même Rimouski, je trouve un bon exemple où on amène des idées ou des façons d'avoir des affectations particulières. Puis, peut-être pour vous, puis je ne vais pas entrer là-dedans aujourd'hui, mais il y a comme une nouvelle tendance, là, présentement, dans les villes, à vouloir sortir, justement, des usages économiques dans la façon de planifier notre territoire, plutôt se tourner vers la forme, dans ce qu'on appelle le Form-Based Code. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Le monde, il le voit souvent plutôt en matière urbaine ou en matière de design urbain. En matière de conservation, il y a quelque chose de très intéressant parce que dans ce qu'il appelle le transect, un des premiers transects, ça c'est un exemple qui est tiré là, du plan d'urbanisme de Bromont, là, que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais au lieu d'appeler ça conservation, on appelle ça naturel. Donc, ce qu'on présente, c'est la forme existante actuelle du terrain. Donc là, c'est naturel, ben, finalement, l'affectation est naturelle. Puis si j'ai envie de mettre du naturel à l'intérieur de mon périmètre d'urbanisation, je peux. Puis finalement, la ville, ce qu'elle veut dire ici, c'est que, bon, les constructions peuvent y être permises si elles ne nécessitent pas l'ouverture de nouvelles rues. Donc, encore une fois, on joue un peu là-dessus, donc on ne vient pas complètement exproprier quelqu'un ou l'empêcher de jouer de sa propriété, mais en même temps, on réduit grandement là, la pression là, de développement dans ces milieux-là. Quand j'ai regardé un petit peu le travail de Christine, puis j'ai regardé vos schémas en ligne avant de préparer la présentation, tu sais, je me posais la question, souvent ce que je voyais, c'est quand il y avait une affectation conservation, bien, on mettait là-dedans soit des réserves naturelles existantes, des zones qui avaient déjà été protégées à perpétuité. Je me demandais pourquoi que finalement, tout le reste de notre territoire, on le planifie en fonction d'un usage futur, mais qu'en matière de conservation, on se limite souvent à ce qui est déjà protégé. Je pense que ça, c'est une bonne réflexion à avoir des fois avec vos élus, là, à savoir pourquoi est-ce qu'on est capable de dire dans ces secteurs-là, on veut avoir de l'habitation, de l'urbain, mais la conservation, ça, on n'ose pas le mettre de l'avant. Notre quatrième outil, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a personne qui peut vous forcer à prolonger vos infrastructures. Ben, je pense qu'il y a un autre point que les gens des fois oublient. Puis c'est un contenu obligatoire à l'article 5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour les schémas. Puis c'est au contenu obligatoire aussi pour les plans d'urbanisme. C'est un des seuls 3 points. En matière de contenu obligatoire, je pense que c'est à l'article 83 de la loi pour les plans d'urbanisme dans les villes. Planifier l'expansion de son réseau routier. Donc, il est tout à fait possible. Ici, c'est le cas d'Urbanova à Terrebonne, où on voit ici les milieux de conservation qui ont été identifiés, qui sont en jaune, avec des buffers, puis finalement toutes les bonnes pratiques qui proviennent du guide Quand l'habitat est-il suffisant, qui ont été mis en place, qui montrent des endroits qui sont disponibles après pour le développement. On voit ici, je pense que c'est la phase 1 du projet qui a été fait ici. Puis finalement, ce qui a été prévu en plus pour la ville, ben, c'est de dire, bon, moi je souhaite trouver des façons, vous savez, vous avez tous déjà vécu ça, vous avez des milieux humides ou des contraintes naturelles, puis là, vous dites, bon, comment je vais réussir à développer ça? Là, vous faites confiance aux promoteurs. Malheureusement, tu sais, souvent, je pense pas qu'ils vont comme vraiment travailler dans le sens d'optimiser ou dans le sens du... ils vont, tu sais, dans certains des cas, ils vont travailler pour faire des bons projets, mais souvent, tu sais, peut-être que vos objectifs vont pas rejoindre nécessairement les leurs. Donc, ici, ben, ce qui a été fait, on voit en bleu, j'ai tracé là, le tracé de rue qui a été prévu dans le cadre du projet. Donc ça, après, c'est très facile dans un règlement de lotissement de mettre comme condition à l'émission d'un permis de lotissement que tout tracé de rue respecte un plan annexé au règlement. C'est classique, ça fait longtemps que ça existe. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de prévoir ça, puis d'exiger aux villes de prévoir ça pour certains milieux à plus haute valeur écologique. Et si elles souhaitent faire des rues, qu'elles doivent prévoir le tracé pour minimiser finalement l'impact au niveau des milieux naturels. Puis les amendements au règlement de lotissement, vous allez les voir lorsque les villes vont faire le règlement de conformité. Donc, nous, là, tu sais, puis moi, c'est ça un peu le message que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que là, je dis peut-être qu'ils viennent, là, ils veulent avoir plein de façons créatives, là, au niveau du règlement sur l'usage conditionnel, au règlement sur les PAE, sur comment réussir à conserver. Moi, je voulais juste vous ramener que pour moi, puis ce que j'ai vu, puis ce que Christine a vu aussi au niveau de la CMM, où ça a vraiment bien fonctionné, puis où on a réussi à mettre en place des mesures pour protéger les milieux, réellement, éviter leur fragmentation. C'est avec, premièrement, political will, donc d'avoir un appui politique au niveau de ses élus,
Ça commence par les municipalités, puis ça va avec le conseil des maires au niveau de la MRC. Les périmètres d'urbanisation, donc il faut arrêter de jouer là, un peu à la cachette là-dessus, puis il faut comme s'affirmer les milieux qu'on veut pas mettre dans les périmètres d'urbanisation. On les met pas. Les affectations écologiques, puis la planification des rues. Puis après, je pense que c'est de la bonification. On va en parler quand même aujourd'hui. Donc, tous les règlements qu'on appelle normatifs, hein, donc zonage, lotissement, permis, certificat. Donc, tu sais, je pense qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire en plus là-dedans, qui est quand même assez, par exemple, vous pouvez demander à vos villes de prévoir leurs documents complémentaires. Donc, pensons par exemple à la longueur des entrées charretières. Souvent, c'est pas géré, ça, dans les règlements, puis finalement, ben, on peut avoir une entrée charretière qui a autant d'impact presque qu'une rue. Les remblais des blés, déboisement maximal d'un site, on va vous montrer un exemple par la suite, là, justement avec les boisons métropolitains. La dimension des lots selon les conditions du milieu, aider finalement vos villes peut-être à comme, mettre une dimension minimale au niveau des lots dans certains secteurs où il y a des milieux naturels. Les zones tampons à protéger pour protéger les milieux. C'est évident que si on veut élargir la bande riveraine, une petite municipalité qui souhaite le faire avec un amendement de zonage puis qui est la seule dans sa MRC à le faire, ça va être plus difficile que si on a une vision régionale à ce niveau-là. Puis que toutes les villes, finalement, c'est les mêmes règles pour tous. Hein? Les conditions en émission de permis, donc exiger des caractérisations pour dans certains milieux, des fois, hein, souvent on dit exiger une caractérisation pour le milieu industriel ou pour le milieu commercial, mais il y a peut-être certains secteurs où on souhaiterait en avoir également une pour le milieu résidentiel, mesures de protection, etc. Donc, ça ici, c'est dans la MRC des Moulins, juste pour vous montrer, dans les boisins métropolitains, en fait, ils sont venus mettre des règles au niveau de l'abattage d'arbres, au niveau du schéma. Puis finalement, ce qu'on voit ici, c'est sur un terrain de 5 000 m² et plus, le seuil maximal de déboisement du fort Bressy, c'est 10% maximum. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très sévère. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà comme évalué des demandes de permis ou comme vous êtes peut-être déjà construit un chalet, là, mais ça veut dire qu'on a 500 m² pour l'entrée, la fosse septique, la maison. Donc peut-être qu'on va se finir avec une mini-maison sur le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont fait, et puis ça, je pense que ça doit être très difficile à venir critiquer, parce que c'est quand même possible de faire un projet dans ces normes-là. Juste un petit clin d'œil, en fait, souvent ce que les gens oublient, puis peut-être comme au niveau de la MRC, vous pouvez comme le rappeler à vos villes, personne peut, hein, le premier point que j'ai dit, personne peut vous forcer à modifier votre règlement. Donc, quand on vient et qu'on veut modifier un règlement, ben là, on a comme une méchante opportunité de négociation pour la protection de l'environnement. Là, ben, le give and take par rapport à modifier un zonage, c'est en fonction de votre envie de négocier, mais il y a comme plein d'éléments que vous pouvez mettre en termes de bonus densité pour être capable de protéger. Là, j'arrive avec les derniers qui sont mes préférés parce qu'en plus, c'est mon expérience personnelle. Puis souvent, on a comme beaucoup valorisé, je pense, même hier, je voyais dans la présentation, je trouvais ça intéressant, mais on met beaucoup de l'avant les outils discrétionnaires, tu sais. Puis, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on oublie souvent, c'est que la discrétion, elle reste quand même, hein, on sait comment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été construite, la discrétion reste au conseil municipal. Le conseil municipal qui peut être souvent plein de bonne volonté, mais qui souvent aussi va changer après 4 ans. On a souvent à faire ça. C'est pas évident pour des élus à avoir à dire non publiquement, pour ceux qui l'ont vécu. Fait que, tu sais, tout ce qui est PIA, usage conditionnel, projet particulier, PAE, ben, ça implique le politique et sa discrétion. L'interprétation des objectifs et critères, là, c'est beaucoup plus facile à négocier. On est d'humain à humain. Ça peut être intéressant quand c'est une première étape à la réglementation normative. Donc, par exemple, collectivité qui n'est pas sûre qu'elle veut protéger, mais finalement, elle veut comme, je sais pas, adopter un règlement pour tester un peu comment est-ce que ça fonctionne, puis comment ils se sentent par rapport à ça. Puis évidemment, ben, ça peut être un échappatoire pour éviter des poursuites en expropriation. Là. Donc, on va dire, ben oui, c'est permis, là, il y a un PIA, puis là, ben, les promoteurs rentrent là-dedans, puis finalement, ils rentrent dans une boîte noire, puis ils n'aiment pas nécessairement ça. Là, hein. Fait que, personne ne s'aide, je pense, dans ces dossiers-là, quand on essaie de protéger les milieux naturels avec les outils discrétionnaires. Puis évidemment, ben oui, c'est un échappatoire pour éviter des poursuites en expropriation ou les repousser plus tard lorsqu'on dira non. Hein? Donc, notre perception, c'est que ces règlements-là, c'est des ceintures de sécurité, puis c'est pas votre mécanisme de gestion de l'urbanisation de notre territoire. Puis ils sont souvent connus même comme des approches de bonification. Donc, c'est ça. Je donne un exemple que moi j'ai vécu à Bromont, où on avait tenté de venir protéger les EFE là, à travers
critères dans le règlement sur les PIA. On est devenu dire les écosystèmes forestiers exceptionnels identifiés à l'époque par le MRNF sont reconnus et protégés dans la conception d'un projet majeur de bâtiment. Donc, cette histoire-là a fait l'objet d'une poursuite, fait, bon, le reste de l'histoire, c'est history, là, comme on dit, là. Mais je vous ai mis le lien pour que vous alliez juste voir, finalement, la résolution après du Conseil où ils sont venus refuser la décision par rapport au PIA après 2 ans de négociation. La longueur de cette résolution-là, là, ça va vous permettre de voir pourquoi ces outils-là sont peut-être pas les plus faciles à utiliser. Puis voir un peu le courage politique qu'il faut avoir derrière l'adoption de résolutions comme ça. Donc, peut-être des petites dernières réflexions. Je pense que le schéma d'aménagement, il doit refléter la volonté régionale de protéger, de connecter en plus les milieux naturels. Puis je dis souvent que ça devient après le meilleur outil pour protéger les milieux naturels. Mais, je pense que tout le monde, on doit être franc. Il y a un processus qui est lent, qui devient un avantage peut-être une fois adopté pour la protection des milieux. Mais évidemment, il ne faut pas trop attendre. Donc, tu sais, ce que je veux dire, c'est quand je voyais un peu hier, j'essaie de voir le mécanisme, là, comment vous allez penser, de dire, je rends public mon plan de conservation, j'attends 3 ans avant qu'il rentre en vigueur dans les règlements. Il va falloir penser à ça un peu, puis être stratégique. Puis je pense que le ministère doit trouver une stratégie pour protéger les municipalités à ce niveau-là. Consensus politique, donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un consensus politique? Je pense qu'au niveau de la CMM, on a réussi, on l'a vu tout à l'heure, la ligne est franche là, entre 2 MRC qui ont la même valeur écologique de milieu, puis une qui réussit à comme le mettre conservation. Et c'est parce que ça lui est imposé. Comment est-ce qu'on réussit à faire ça une fois qu'on est le plus petit MRC puis qu'on doit comme arriver avec des idées à ce niveau-là. Puis je pense tout le temps, tu sais, de dire le top-down ou le bottom-up. C'est sûr, je pense que tu sais, de tout de suite commencer à mobiliser vos villes, puis pas juste faire un travail dans votre cours avec la géomatique, puis vos experts, puis les analystes, puis de pas aller vers les villes. Je pense que tu sais, il y a tout de suite un discours ou un travail qui doit être fait de préparation au niveau des élus locaux, de préparation au niveau des administrations, de commencer à penser ensemble les milieux là, qui sont les plus importants au niveau de la protection puis qui devraient être identifiés au niveau du schéma. Donc, on vous a préparé un petit exemple théorique concret là, parce que c'est des ateliers qu'on va vous présenter où on a essayé de venir mettre de l'avant des façons traditionnelles de faire, puis des façons peut-être différentes avec différents niveaux là, de difficulté, je pourrais dire. Je vais laisser Christine les présenter. Alors, ce qu'on a pris, c'est un secteur qui est somme toute assez urbain, qui est peut-être un peu différent de ce qu'on avait comme plus des exemples d'hier. On a plusieurs milieux humides, plusieurs petits cours d'eau d'intérieur qui sont séparés avec 2 bassins versants, donc la ligne mauve. On a aussi quand même une grande rivière où on va se retrouver avec des zones inondables 0-20 ans et 20-100 ans sur le territoire. À cela, on peut dire qu'on a 2 MRC sur le territoire, donc qui devront se parler dans le cadre de leur plan de conservation puis leurs élaborations d'objectifs de conservation. Et on a une zone agricole qui actuellement est exclue là, du périmètre urbain. Quand on regarde au niveau des affectations actuelles sur ce territoire-là, en rouge, on a une affectation qui est industrielle. Donc, on voit les industries dans le coin à droite qui tranquillement s'avancent vers le milieu naturel. On a en gris les affectations urbaines, donc ce qui est plus habitation ou commerce de proximité. Et on a l'affectation agricole. Comme on est proche d'une gare, on est dans un TOD. Puis le TOD, chez nous, c'est 1 kilomètre là, autour de la gare de train ou de la station de métro. Et ce TOD-là, on le met pas en zone agricole volontairement pour pas faire de pression de développement là, dans ces secteurs-là. Quand on regarde les possibilités de conservation, on peut dire que tous les milieux qui sont réglementés par la loi sur la qualité de l'environnement ou la politique de protection des rives et du littoral, qu'on pourrait venir mettre une affectation conservation ou naturelle, comme Jean-François avait dit. Donc, on peut se limiter strictement aux milieux là, qui sont assujettis. Par contre, on peut dire que là, je vous fais réafficher les milieux humides et une affectation un peu plus grande, un peu comme ce qu'on a fait dans le projet Urbanova,
où on est venu dire qu'on veut mettre des bandes riveraines élargies pour protéger la qualité des milieux hydriques et qu'on est venu mettre des bandes tampons. Ici, j'ai mis un tampon de 100 mètres là, autour des milieux humides pour venir protéger les habitats fauniques en soi. Donc, on voit que la portion de conservation devient de plus en plus grande et après ça, il y a des choix à faire. Si, par exemple, ce milieu humide-là qui est pas connecté, peut-être que lui, on le conservera pas parce qu'on veut permettre un certain développement, mais dans ce gruyère-là, il y a quand même possibilité de faire des choix. Puis, à certains endroits, le 100 mètres, c'est un petit peu trop, on va rogner pour permettre de passer notre rue, par exemple. Ou on peut dire, à la place du gruyère, là, je vais faire un cheddar, puis on remplit tout le secteur au complet avec une affectation, conservation ou naturelle. Donc ça, c'est 3 niveaux d'affectation, puis il faut toujours garder en tête avec votre affectation de pas fermer toute possibilité de développement, mais de voir jusqu'où votre conseil va être prête à se rendre. Puis à l'ultime, comme Jean-François disait, on peut dire qu'un secteur qui est important à conserver, qu'on le retire du périmètre urbain, et c'est ce qu'on voulait illustrer. Les TOD, il y a souvent la pensée, j'ai un TOD, je dois faire de la densité, je dois développer tous mes milieux naturels. C'est pas parce qu'il y a un TOD que ta densité s'applique sur l'ensemble du secteur de ton TOD. Si dans ton TOD, tu décides qu'un milieu humide et hydrique est important et à protéger, ta densité, tu ne calcules pas sur la superficie que tu développes pas. Ça, faut le garder en tête parce qu'on a souvent le discours, j'ai un TOD, j'ai pas le choix, les milieux naturels, je dois les développer, c'est ici que je dois densifier, mais tu peux aussi faire ton choix de dire que les milieux, tu les protèges, puis ta densité, mais tu la fais à côté, mais tu calcules pas ta densité totale avec tes milieux humides, mais tu calcules juste ta densité sur ce que tu vas développer. Alors, je l'ai vu le pont aussi. Passer à la prochaine conférence avec Marie Gaudage, qui est directrice générale du réseau des milieux naturels protégés. Le RMN représente différents membres au niveau de la conservation des milieux naturels, dont je suis administratrice. C'est un grand réseau à travers la province. Le RMN a pour mission justement de soutenir et encourager la conservation volontaire des milieux naturels au Québec. Elle est en charge de projets, notamment de répertoire de milieux naturels protégés. Donc, si vous souhaitez voir sur votre territoire quels milieux sont protégés, autant des servitudes de conservation que des aires protégées ou des milieux qui appartiennent à des organismes de conservation, le répertoire existe. Et c'est Marie-Lou qui en fait la coordination. Si vous avez des terrains en conservation à mettre dans le répertoire, c'est avec Marie-Lou que vous pourrez travailler à ce niveau. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Antoine Bouc, directeur général de la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier. M. Bouc est détenteur d'une technique en écologie appliquée au cégep de la Pocatière et d'un baccalauréat en biologie de l'Université du Québec à Rimouski. Il côtoie l'univers des organismes de bassin versant depuis 2006 à l'OBV Matapédia et près de 12 ans à la corporation. Donc, je vous laisse entre les mains. Ils vont aborder. Hier, on a vu avec Valérie Pierre, la MRC, que différentes actions peuvent être déléguées à différents organismes. Et eux vont nous présenter plus le volet de la conservation volontaire. Oui, bonjour tout le monde. Alors, c'est ça, Antoine et moi, on va parler un peu d'un volet différent, une autre approche qu'on pense quand même vraiment complémentaire à ce qui a été présenté par Jean-François et Christine. Mais on parlait top-down, bottom-up. Ça, c'est vraiment bottom-up. Là, on va vraiment parler d'acteurs dans la communauté qui, une fois que la MRC, la municipalité a sa vision, qui peut vraiment être des parties prenantes super importantes pour vous aider à accomplir votre mission, puis d'une façon un peu, votre vision, et d'une façon un peu différente. Donc, on va parler des outils de communication et éducation, puis aussi de conservation volontaire. Alors, je pense à Donc, dans les activités de communication et éducation, c'est important en fait, on va retourner à une acquisition de connaissances pour faire les outils d'aménagement tout à l'heure. Il y avait une connaissance qui était en arrière de ça. Maintenant, au niveau local, c'est aussi important. Donc, connaître les milieux naturels pour mieux les protéger, puis transmettre l'information à tous les acteurs concernés. Donc, on peut y aller avec la prochaine.
Donc, l'acquisition de connaissances au niveau du terrain de la municipalité. On utilise ce qui est déjà là, on le valide, puis c'est important de le préciser pour faire une planification éclairée, mais à son niveau. Puis là, souvent les municipalités vont dire est-ce que je vais aussi précis qu'au centimètre? Non, il ne faut pas se substituer à la responsabilité du promoteur lorsqu'il y a un projet près d'un milieu naturel ou humide. Il faut le faire, c'est correct, à son niveau. Donc, pour déterminer les milieux d'intérêt à l'intérieur d'une zone en particulier, déterminer des corridors de connectivité écologique, puis réaliser des plans concepts qui intègrent des objectifs. Ça peut donner ça dans une municipalité. Donc, si on est dans l'agrandissement de périmètre urbain ou les milieux humides, là, les grands cercles ont été prévus à conserver, puis avec des liens cyclables et des liens pédestres pour avoir accès là, aux différentes zones naturelles, puis aussi à la rivière là, qui est d'importance dans la région. Donc, ça nous permet d'orienter le développement selon les objectifs du développement durable, y compris la conservation, comme il a été mentionné tout à l'heure. Ça envoie un message clair aux promoteurs. Une fois qu'on a nos connaissances, qu'on est capable d'avoir une vision d'ensemble, ben là, il faut communiquer ça à nos différents acteurs. Donc, il y a plusieurs moyens à différents niveaux, encore une fois. C'est pas tout le monde là, qui a des équipes de communication à l'intérieur de ces organisations, mais l'important, c'est d'avoir un message clair et adapté. Donc, ça peut se faire par des pliants, ateliers, des concours, des conférences, des sorties éducatives. Donc, c'est des moyens qui sont à la portée de tous et qui peuvent être utilisés. Donc, par exemple, j'ai quelques exemples ici. Il y a des dépliants qui ont été distribués à la grandeur d'une MRC pour dans les accueils touristiques, municipalités, bureaux de location de bateaux, pour encourager, en fait, pour dire aux gens qu'ici, on voulait protéger nos lacs, nos plans d'eau, puis de leur dire, en fait, c'était quoi les bonnes pratiques d'un villégiateur. Il y a des guides des bonnes pratiques qui peuvent être faits. Autant là, c'est sur les cours d'eau, mais ça peut être sur les milieux naturels. Si on habite dans un corridor qui a été identifié corridor phonique, par exemple, mais il y a peut-être des contraintes, des choses qu'il faut savoir. Et des guides comme ça peuvent servir à ça. Donc là, à ce moment-là, c'était un peu plus ciblé dans des soirées conférences ou à la porte des résidents qui résidaient là en villégiature. Des activités de sensibilisation aussi, éducation, conférences qui sont réalisées à l'intention des élus et des fonctionnaires municipaux. Donc, des fois, c'est on parle de bébites qui font pas partie du quotidien des gens qui ont à travailler avec ces outils-là. Donc, c'est d'aller dans le milieu, d'aller avoir un message qui leur parle et puis dans des ateliers dirigés. Il y a aussi, il y en a qui disent on veut pas le savoir, on veut le voir. Les visites terrain, c'est toujours important. Les gens, ils voient concrètement à quoi ça sert, comment on fait le plan d'aménagement, comment il s'est concrétisé sur le terrain. C'est quoi un milieu humide, c'est quoi un milieu naturel, c'est quoi mon milieu de vie finalement. Donc, d'aller sur le terrain, ça apporte vraiment quelque chose, là, ça aide à conscientiser la personne pour qu'elle le prenne pour qu'elle puisse voir, en fait, c'est ça. Bon, c'est quoi. Il faut pas négliger les concours. Des fois, ça peut paraître anodin, mais un concours qui encourage à revégétaliser une bande riveraine, à faire attention à son terrain, à planter des arbres. Déjà, le gagnant est content. Ça lui permet là, de faire une action en gagnant un prix. Puis aussi, il faut pas négliger la répercussion que ça peut avoir dans la communauté, avec souvent la télé communautaire qui est appelée les journaux locaux. Donc, ça fait un rayonnement qui peut être très intéressant au niveau des optiques de conservation. L'affichage, il y en a sur le bord de l'autoroute, ici un milieu humide, il y en a à plus petite échelle. Nous, on a fait le choix de faire des petits affichages dans des endroits stratégiques, donc avec des mots que tout le monde comprend. Que ce soit une réserve écologique, une réserve naturelle, un don,
nous, c'est toutes les habitations, fabriquées en conservation. La personne qui est en VTT, puis qui utilise un sentier, qui voit la pancarte, mais elle comprend c'est quoi, puis elle voit qu'on ne l'empêche pas de circuler sur les terrains, mais qu'il y a quand même des contraintes là, qui sont associées à ça. La sensibilisation de proximité, ça ici, c'est un milieu humide qu'on conserve, qui est en plein, entouré de bungalows finalement, et qui a toujours été utilisé là, par les résidents du quartier pour porter les renures de gazon, les restants de citrouilles d'Halloween, construire des cabanes. Donc, c'est un peu de dire, ce terrain-là existe, on est vos voisins, on n'irait pas couper la haie de cèdre de notre voisin à côté, mais c'est un peu la même chose. On vient pas couper les arbres là, qui sont sur notre voisin qui est en conservation. Donc, c'est vraiment porte à porte. Bonjour, on est votre voisin. On vous donne ce petit dépliant-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Dans le fond, ça fait un premier contact. C'est un contact humain. Puis, c'est vraiment là-dessus qu'on se base pour la concertation. Pour la conservation, mais aussi la protection volontaire. Ça fait le bien. Oui, donc les outils de sensibilisation, d'éducation, c'est plus comme on s'adresse à des populations, des citoyens, c'est plus général. Là, si on tombe dans la conservation volontaire, on parle de démarches avec des propriétaires particuliers. Donc, la conservation volontaire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des engagements volontaires de propriétaires à protéger les attraits naturels de leur propriété. Fait que c'est vraiment une démarche qui est concertée, qui est en collaboration, qui est non imposée, puis qui génère beaucoup d'acceptabilité sociale parce qu'on y va vraiment propriétaire par propriétaire, puis il n'y a rien d'imposé. Donc, c'est une approche qui est quand même vraiment moins coûteuse au niveau financier, mais aussi au niveau politique, parce qu'on y va vraiment avec ceux qui sont prêts à s'engager là-dedans. Puis bien que ça soit volontaire, c'est pas nécessairement quelque chose qui est spontané. Il faut les encourager, il faut faire du démarchage sur le terrain pour les trouver ces opportunités-là. Il faut se fixer des objectifs aussi par bassin versant ou régionaux pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, puis accompagner les initiateurs de projets pour que ça mène à quelque chose. Donc, ça fait vraiment, toute cette démarche-là, la conservation volontaire fait vraiment partie intégrante d'une planification qui doit être présente dans le cadre des plans de conservation des milieux humides hydriques. Et on veut vous présenter quelques outils. On a utilisé des exemples, soit Antoine que lui a lui-même mis en place. Moi, je suis un réseau d'organismes, donc j'ai pigé un peu des exemples dans les organisations qui sont membres chez nous pour vous parler de qu'est-ce qui peut être mis en place avec des exemples concrets. Donc, c'est qui ces acteurs-là qui font la conservation volontaire? Ben, c'est les propriétaires privés, évidemment. Ça va être des organismes de conservation, donc des organismes à but non lucratif qui sont souvent même des organismes de bienfaisance, dont la mission première est vraiment la protection des milieux naturels. Les organismes de bassin versant sont vraiment très impliqués aussi, des acteurs importants de la conservation volontaire. Et les municipalités et MRC aussi vraiment peuvent être des initiateurs de projets ou aussi travailler en collaboration avec les autres acteurs qui sont là ici. Les outils qu'on va vous présenter juste maintenant sont tous ici. Je ne vais pas les nommer. On va tout de suite se lancer premièrement avec un premier outil qui est pas un outil légal pour l'instant. C'est un petit peu un complément d'éducation sensibilisation, mais qui s'adresse à un propriétaire en particulier. Donc, j'ai pris ici un exemple d'Ambioterra, qui est un organisme de conservation qui œuvre dans la Montérégie-Ouest et qui font beaucoup de cahiers de propriétaires. Donc, ils vont obtenir la permission d'un propriétaire d'aller sur sa propriété, faire vraiment un inventaire des milieux naturels qui sont sur sa propriété. En amont de ça, il va y avoir évidemment une évaluation de quelle propriété serait intéressante à aller visiter et faire l'inventaire. Donc, ce cahier de propriétaire est fait suite aux inventaires sur la propriété et contient beaucoup de choses. C'est un document quand même très étoffé qui va vraiment parler au propriétaire de sa propriété. Et le but, c'est vraiment de générer comme un peu de l'excitation que le propriétaire réalise que ce que chez eux, c'est spécial, c'est important, c'est riche. Puis, on veut l'amener un peu là-dedans à cheminer pour l'amener peut-être vers d'autres actions de conservation dans le futur. Donc, on va y mettre habituellement une carte de sa propriété. On va parler un peu de ce qui se trouve au niveau de la floristique, c'est quoi les types de forêts qui sont là. S'il y a des espèces rares en péril qui ont été trouvées, on va aussi le mentionner. Parler de d'autres espèces aussi qui ont été vues. Le but, c'est vraiment là de faire voir au propriétaire tout ce qui se trouve sur son terrain à lui. Et on va l'amener habituellement à la fin du document vers une déclaration d'intention
qui est un engagement qui est seulement moral, c'est pas un engagement légal, c'est juste un premier pas où est-ce qu'on dit je m'engage en tant que propriétaire à protéger ma propriété, je reconnais sa richesse. Souvent dans le cahier du propriétaire, il va y avoir aussi des recommandations d'aménagement puis de bonnes pratiques. Donc, c'est pour amener le propriétaire à dire je signe ici, je m'engage avec l'organisme de conservation qui m'a fait ce cahier à protéger mon terrain du mieux que je peux, mais c'est vraiment pas quelque chose de légal, c'est juste un engagement moral. Je vais passer à Antoine pour la prochaine. Donc là, on tombe dans des outils qui sont un peu plus concrets ou permanents ou qui sont plus encadrés. Donc la servitude qui peut être une servitude de conservation, qui peut être une servitude d'utilité sociale, qui peut être une servitude de passage, servitude d'utilisation. Donc la servitude, c'est quand même un outil qui peut répondre à plusieurs besoins, mais qui peut répondre à un besoin de conservation. Ça s'adapte à plusieurs situations, plusieurs types de terrains, plusieurs problématiques. Souvent, c'est très malléable comme outil. Ça dépend comment c'est monté avec l'aide de notre notaire. Ça répond par contre à des règles qui sont très strictes et la notion de service, c'est une servitude. La notion de service est très importante. Donc, comment ça fonctionne une servitude? C'est qu'on a besoin de 2 terrains qui sont contigus, 2 propriétaires différents et un service bien défini et continu. Par exemple, une servitude de passage qui n'est pas utilisée pendant plus de 10 ans va s'éteindre parce que le service n'a pas été utilisé pendant 10 ans. Si un propriétaire achète l'autre, il n'y aura plus de servitude parce qu'on va avoir un propriétaire sur 2 lots. Si les terrains ne sont pas contigus, on ne peut pas former la servitude normalement, mais on sait qu'en conservation, il y a des choses qui se font en établissant clairement le service qui est établi entre les 2 lots. Donc, on a un fonds dominant qui reçoit le service, qui souvent appartient à un organisme de conservation, et le fonds servant qui appartient à un propriétaire qui lui donne une partie de sa propriété. Là, c'est un démembrement de la propriété. La propriété divisée en 4 va donner une partie des bénéfices de sa propriété pour la conservation. Donc, quand on a un terrain, on essaie d'identifier, nous, on y va là, bottom-up, là, on essaie d'identifier des endroits qui pourraient être utiles. On essaie de se fier à ce qui a été fait comme outil auparavant pour voir les zones de conservation d'intérêt. On identifie un terrain, on aurait pu faire l'achat d'un terrain à côté, demander celui-là en servitude ou vice-versa, mais aussi on peut diviser le terrain en 2 pour établir un lien de service entre les 2. À ce moment-là, on a 2 propriétaires, un service et 2 terrains contigus. On est capable d'avoir une servitude qui va perdurer dans le temps. Un exemple de servitude qu'on a fait chez nous, en fait, il y a un terrain qui a été divisé en 2. Ce qui est le carré bleu appartient à notre organisation. Le carré jaune appartient à un autre. Donc, la servitude est consentie sur le voisin. On parle d'une servitude réelle dont le bénéfice est à notre terrain à nous. Un autre outil qui peut être utilisé, c'est la propriété superficielle. C'est pas beaucoup utilisé, j'ai pas d'exemple en environnement. Mais je trouve ça intéressant, puis je voulais lancer une balle dans l'univers où en fait, c'est que ça permet de pouvoir continuer d'initier son terrain, comme un terrain qui est en servitude pour un autre, mais ça enlève tout ce qui est service. La façon dont ça fonctionne, la propriété superficielle, on peut s'imaginer un condo divise au 3e étage. Je suis propriétaire de mon appartement numéro 3 au 3e étage. C'est une superficie dans l'univers, en quelque part au-dessus d'un lot. Donc, faut l'imaginer comme un volume. Donc, la prochaine diapo, par exemple, il y a le propriétaire du tréfonds. Nous, quand on achète un terrain, l'agent immobilier nous dit, voici ton terrain, ben, on peut marcher dessus, c'est à nous. Mais on peut être propriétaire du volume d'air au-dessus, de plusieurs strates, de plusieurs propriétaires, comme un condo à 15 étages. Puis aussi, on peut être propriétaire du dessous du terrain, du sous-sol. Donc, un exemple, ce serait le carré de Jouville, ici, juste à côté. Il y a un parc qui est en superficie.
Puis, en dessous, il y a un stationnement étagé qui appartient à un autre propriétaire. Donc, avec cette conception-là, on peut penser que le terrain en surface pourrait être protégé comme milieu naturel, mais il pourrait quand même avoir une activité souterraine, un métro, un stationnement souterrain, ou, d'un autre côté, on pourrait vendre le droit du volume d'air au-dessus de notre terrain pour des fins de conservation. Donc, on demeure propriétaire du tréfonds, mais je vends à un organisme de conservation mon volume. Ça implique quand même de cadastrer tout ça, de créer deux lots, puis de définir après ça combien de taxes chacun paie sur le terrain. Mais il faut quand même, je pense que c'est quelque chose qui est plus fort que la servitude, parce qu'il y a moins de chances d'extinction. Donc, un autre outil dont je voulais vous parler, c'est carrément l'acquisition de terrain, qui est une forme de conservation. Les organismes de conservation font ça beaucoup, acquérir des terrains, soit à leur valeur marchande, soit à une vente à rabais, par exemple. Je vais utiliser l'exemple près d'ici des bâtures de Saint-Augustin de Desmaures. Puis en même temps, c'est ça, je voulais dire que, en fait, c'est aussi une question de profiter de ce qui se passe déjà puis des opportunités. Donc, dans ce cas-là, c'est des citoyens qui s'étaient déjà regroupés en 91, ils voyaient de l'urbanisation le long du fleuve, ça les inquiétait. Ils se sont dit, il y avait comme une vision de conservation, et de là, petit à petit, est né un organisme de conservation, la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, FQPPN, qui en 96 a fait sa première acquisition de terrain le long du fleuve dans le but de le protéger. Puis avec les années, la carte est en haut ici, là on voit tout ce qui est en jaune est protégé maintenant et appartient à la FQPPN. Donc avec les années, ils ont acquis jusqu'à 400 hectares, 11 km de littoral. C'est pratiquement tout le littoral de la municipalité qui est protégé maintenant de cette façon-là. Et c'est la FQPPN qui est en charge de gérer et de protéger ces milieux-là, de s'assurer qu'il n'y a pas d'activité illégale qui se passe dedans tout ça. Et la FQPPN travaille en collaboration avec la municipalité pour, entre autres, donner accès aux résidents. Donc, on voit le petit carré orange, le parc des Hauts-Fonds. C'est un parc c'est le seul accès public, dans le fond, au littoral dans la municipalité. Donc, ils ont travaillé avec la ville pour ça, pour que les citoyens puissent avoir quand même un accès. Et la FQPPN continue à travers ça aussi ses activités de sensibilisation, puis devient vraiment un acteur privilégié quand il y a des enjeux qui arrivent. La ville va référer des riverains problématiques à la FQPPN, qui travaille avec eux pour trouver des solutions. Et à travers ces activités de sensibilisation aussi, tous les propriétaires riverains sont devenus des collaborateurs de l'organisme de conservation, puis participent activement à s'assurer que le terrain est protégé et bien géré. Et en fait, c'est devenu une réserve naturelle. On va parler de ce un petit peu plus tard, mais par-dessus cette acquisition de terrain-là, il y a une réserve naturelle qui a été créée pour assurer vraiment le statut de protection de tous ces terrains-là. Un autre outil, c'est le don, qu'il soit un don écologique ou un don simple. Donc, ici, j'ai pris l'exemple du Grand Marais, qui est un milieu humide à Saint-Zotique. La municipalité de Saint-Zotique a reçu en don un terrain de 67 hectares, qui est marais marécage, qui a beaucoup de faune et de flore très intéressantes. Dans ce cas-ci, c'est un don écologique. Donc, don écologique, c'est un type de don particulier qui donne droit à des crédits fiscaux bonifiés. Donc, un don de terrain, c'est toujours ça peut être un don de bienfaisance comme un autre don, ça donne droit à un reçu fiscal. C'est juste un don simple, ça sera un crédit fiscal pour le propriétaire à utiliser dans l'année du don. Le don écologique donne droit à 10 ans pour utiliser ce crédit fiscal-là. Donc, dépendamment des propriétaires, dépendamment de leur situation financière, ça peut être vraiment intéressant de se lancer là-dedans. C'est plus de travail que recevoir un don simple, ça implique de travailler avec le fédéral pour avoir une attestation de la valeur marchande du terrain et avec le provincial pour avoir une attestation de la valeur écologique du terrain. Donc, c'est quand même un processus plus complexe, mais ça peut être la motivation qu'il faut pour le propriétaire pour faire le don, par contre. Dans ce cas-ci, la municipalité a travaillé avec un organisme de conservation qui s'appelle Nature Action Québec, qui travaille autour de Montréal, et pour les accompagner dans le processus de don écologique qui est pas si simple. Donc, eux, ils ont l'expertise là-dedans, ils ont accompagné la ville, et ils continuent à travailler ensemble pour rendre accessible ce milieu-là. Ils ont des projets de tours d'observation des oiseaux,
Il y a aussi des projets de sentiers connotables à travers le milieu. Donc, ils veulent aussi, en plus de protéger le milieu, qu'il y ait un certain avantage pour les citoyens de pouvoir l'accéder. Et c'est ça. Et dans ce cas-ci, c'est ça. Le propriétaire qui a donné ce terrain-là avait vraiment une sensibilité au fait que son terrain avait une grande valeur écologique, mais les avantages fiscaux ont été aussi déterminants dans le choix de faire un don. Ensuite, il y a la réserve naturelle. J'ai pris ici un exemple d'une réserve naturelle qui a été vraiment mise en place par un individu. Donc, c'est un propriétaire motivé dans la Naudière qui avait un beau terrain, beaucoup de milieux humides dessus, beaucoup d'espèces importantes. Et lui croyait vraiment au fait que c'était vraiment une vision qu'il avait. Il voulait que cette propriété-là reste protégée dans le temps. Donc, il s'est embarqué dans le processus de désignation de réserve naturelle, qui est une entente entre le propriétaire et le ministère de l'Environnement du Québec. Parce que ensemble, ils fixent les conditions de la protection de ce terrain-là, donc quels usages seront permis ou pas une fois la désignation de réserve naturelle. Et ensuite, ce terrain-là est vraiment considéré comme une aire protégée au Québec et se retrouve au registre des aires protégées du Québec. Dans ce cas-ci, c'est ça, c'est vraiment un individu et une fois, là, on est vraiment dans les ententes légales. Donc, cet individu-là a fini par vendre sa propriété à un groupe d'amis par la suite qui a décidé qu'il s'embarquait là-dedans à avoir une réserve naturelle. Et ils sont tenus aux mêmes restrictions que le propriétaire d'origine. C'est vraiment, ça suit le droit de propriété ici. Mais le propriétaire reste propriétaire. Ça peut être un avantage pour certains propriétaires. Ici, c'est un individu, mais il y a des cas aussi où est-ce que c'est des terrains municipaux qui sont réserves naturelles. Donc ici, j'ai pris la réserve naturelle du Piémont du Mont-Saint-Hilaire. Piémont du Mont-Saint-Hilaire, oui. Alors, on voit la montagne. En fait, là, ce que je vous parle, c'est pas la montagne qui, elle aussi, elle a un statut, tout ça, mais la ville a des terrains à la base de la montagne, donc au piémont de la montagne, qui ont une valeur écologique importante, qui veulent aussi protéger, et ils ont décidé d'en faire une réserve naturelle. Et ils ont délégué la gestion de cette réserve naturelle-là à un organisme de conservation, qui est le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire, qui gère déjà toutes les activités, puis beaucoup de protection sur le Mont-Saint-Hilaire. Donc, dans mon exemple, on voit le Mont-Saint-Hilaire et la réserve naturelle du Piémont. En fait, c'est plusieurs terrains à la ville qui sont vraiment au pied de la montagne par ici. Quelques terrains qui lui appartiennent, dont certains milieux humides d'ailleurs. Et dans le fond, la réserve naturelle, ça c'est un des lots à la ville, fait de plusieurs lots comme ça. Et en venant mettre désignation de réserve naturelle, ben là, vraiment protection à perpétuité et gestion par un organisme de conservation. Donc, c'est vraiment une collaboration ici parce que la ville possède pas tous les terrains sur la montagne et il y a d'autres petits terrains ici qui sont des particuliers qui ont fait aussi des réserves naturelles ou d'autres organismes de conservation. En fait, il y a beaucoup d'acteurs dans cette région-là qui collaborent ensemble pour protéger ce secteur-là. Mais la réserve naturelle est un de leurs outils. Donc, maintenant qu'on vous a présenté nos outils, on se disait, si on reprend notre cas fictif qu'on avait déjà vu avec Antoine, avec Jean-François et Christine, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on ferait en termes de conservation volontaire sur ce territoire-là? On se dit que la municipalité a déjà une vision, avait protégé ses milieux humides, et là, se demande un peu qui est actif sur son territoire, trouve un organisme de conservation, un organisme de bassin versant. Et là, on se pose la question un peu, qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire-là pour protéger nos milieux humides? Là, je zoome un peu, on a superposé un peu de cadastre pour se donner des idées de où sont les propriétaires, c'est quoi leur propriété. Vous voyez un peu le découpage. Alors, si on s'intéresse peut-être à des zones où il y a beaucoup de petites propriétés, alors on voit qu'il y a des milieux humides et il y a plein de petites propriétés dans ces zones-là. J'avais le goût de vous lancer la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait utiliser comme outil de conservation volontaire dans des zones comme ça où il y a plein de propriétaires? Conservation volontaire ou aussi outil qui a été présenté par Antoine, là, plus sensibilisation, mais notre réflexe, ce serait de mettre de l'avant quel genre d'outil. Quelqu'un qui veut se lancer? Comment? Cahier de propriétaire. Potentiellement, mais si c'est tous des propriétaires différents, ça peut faire beaucoup de travail aussi, là, si on regarde. Mais oui, cahier de propriétaire ou sensibilisation aussi plus générale, là, un peu comme Antoine présentait, de dire on va aller peut-être poser des dépliants chez ces gens-là, leur expliquer qu'il y a un milieu humide chez eux ou derrière chez eux, et quel genre de pratiques ils peuvent avoir pour participer à la protection de ces milieux-là, effectivement.
exclure dans la zone justement urbaine, c'est des milieux autour de route, comme on mentionnait tantôt. Puis, au moins, ceux qui sont là, mais la pression va arrêter là. Oui. Petite option. Aussi, moi, je me disais, après ça, dans le fond, chaque situation est tellement différente, puis peut-être qu'en allant fouiller un petit peu, on réalise que finalement, tout le cercle ici en haut appartient au même propriétaire qui a fait tout diviser ça dans le but de faire du lotissement, puis que finalement, c'est pas si compliqué d'aller voir ce propriétaire-là, puis de voir avec lui s'il y a un intérêt à se lancer un peu dans la conservation. Peut-être, entre autres, parce que là, son développement va être pas si facile que ça, vu ce que la ville a mis en place, mais là, peut-être qu'il serait ouvert à discuter à un don pour un crédit d'impôt, des trucs comme ça. Donc, dans le fond, mon point, c'était un peu de dire, chaque situation est tellement différente, il faut vraiment à chaque fois se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et les acteurs qui sont sur le terrain, leur avantage, c'est qu'ils sont probablement déjà ancrés dans la communauté, puis ils connaissent peut-être déjà ce propriétaire-là, ils savent déjà peut-être un peu, ben, les municipalités aussi, évidemment, là. Mais c'est ça. Donc, j'avais proposé, bon, comme on a discuté... Une question, ce qu'on peut faire aussi avec l'offre d'aménagement urbanisme, on peut mettre aussi 10% de la valeur foncière aussi, de faire le parc aussi. La question de voir est-ce que la municipalité est ouverte aussi, et l'autre aussi que la municipalité aussi. On dit beaucoup, il faut connaître nos milieux aussi. En ce moment-ci, il faut voir. Ah, ils vous entendent pas peut-être. J'ai dit que la loi nous permet aussi de mettre un 10%, mettons, quand il y a des développements comme ça, des fins de parc, de valeur monétaire. C'est peut-être l'opportunité de dire qu'avec ce développement-là, c'est pas construit, de dire qu'on va réserver une partie dans les fins de parc d'affaires. Comme ça, nécessairement mettre dans la conservation. Résumé. Mais je pense que je suis pas la meilleure personne pour le résumer. Non, mais monsieur disait en fait que si on avait un lotissement qui était projeté, ben, de s'assurer que le 10% pour fin de parc, on vient de prévoir finalement peut-être le milieu naturel. Je trouve ça intéressant ce que vous dites. En même temps, pour ceux qui ont déjà travaillé dans des villes, souvent les promoteurs, c'est déjà la pratique. Ils essaient de donner les zones humides aux municipalités. La loi 122 est venue permettre aux villes d'augmenter ce pourcentage-là. Donc, dans certains cas, on peut l'augmenter, mais aussi on peut, à travers une entente cadre, disons, si c'est par rapport au lotissement, c'est souvent qu'on ouvre une nouvelle rue, on fait un protocole d'entente avec la ville, puis on peut venir comme sortir les zones humides en amont pour après ça faire le 10% pour fin de parc sur la superficie qui reste à développer. Mais moi, je dirais, mon point de vue à moi, prendre un 10% pour fin de parc pour une zone humide, là, c'est pas en tout cas un outil que moi j'encourage. Ouais. Il y a, nous, je ne vendrai pas le punch médiatique parce que ça avait de sortir, je n'aimerais pas la ville, mais l'organisme auquel je suis directrice Nature Avenir va acquérir un terrain que la ville va lui donner et on va créer des servitudes de conservation partout sur le restant du territoire à partir de ce terrain-là. Fait que sur ton image, la partie du bas, je trouverais ça intéressant vu qu'il y a de la connectivité, donc il y a même un service rendu de connectivité. Fait que peut-être qu'un organisme va acquérir un terrain, puis après ça, négocier avec tous les propriétaires des servitudes en dons écologiques pour recevoir des crédits d'impôt. Ouais. C'est vrai que j'ai pas mentionné, mais don écologique, ça peut être un don de servitude aussi, effectivement. Ouais. Intéressant. Prochain cas, si on prend plutôt une zone qui est visiblement en culture en ce moment, avec certains milieux naturels aussi, milieux humides, quel serait votre réflexe? Quel genre d'outils on pourrait utiliser ici pour protéger ces milieux humides-là qui se retrouvent dans cette zone? Est-ce qu'il y en a qui voudraient essayer? Soyez pas gênés, là, on jase. On jase. Ouais. Oui. Je pense qu'il faut sensibiliser les agriculteurs avec les pesticides, puisque justement, il y a eu dernièrement une évaluation sur les pesticides au Québec, puis on multiplié les agriculteurs qui utilisent beaucoup de glyphosate, je crois. Donc, ce serait de sensibiliser ça pour les petits mammifères, puis les encriers. Oui, c'est sûr que je pense que sensibilisation, c'est déjà vraiment un premier pas pour aller discuter avec les agriculteurs, voir est-ce qu'il y a des améliorations de pratiques qu'il peut y avoir,
Est-ce qu'on peut penser à des aménagements qui aideraient à protéger ces milieux humides-là? Donc, ça, c'est certainement un premier pas. Dans le genre sensibilisation aussi, le cahier du propriétaire peut être intéressant, d'aller peut-être voir s'il y a des propriétés qu'on peut aller inventorier, peut-être qu'on va avoir des surprises, des choses vraiment intéressantes, puis là, peut-être qu'on peut parler avec le propriétaire de vers où on pourrait s'en aller après ça pour protéger ce milieu-là. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Là, disons, à juste tout le temps, votre doigt, ça fait un délai avant que tout le monde en Ben, ça pourrait peut-être être une réserve naturelle avec un droit de préemption. C'est-à-dire que le ministère s'entend avec le propriétaire agricole sur le type d'agriculture qu'il peut faire dans sa réserve naturelle, puis une fois, si un jour il veut vendre, ben, le ministère se réserve le droit d'acquérir la terre. Oui. Comment? Je donne en plus à sa réponse. Tu donnes un A plus à sa réponse, c'est bon. Super bonne, super bonne idée. Super. Ben oui, c'est ça, c'est des options qui sont, dans le fond, en milieu agricole, il faut faire attention, on peut pas faire du démembrement de l'eau comme on veut, là, fait qu'il faut un peu passer à travers avec d'autres outils pour y arriver. Il y a des outils aussi qu'on n'entend pas souvent parler. Moi, je suis pas l'experte pour en parler, mais il y en a aussi des organismes de conservation qui vont signer des bails qui ont une saveur conservation avec des propriétaires. Je sais que il y a des champs où est-ce qu'il y a des oiseaux qui vont nicher dans les champs en début de saison. Il y a des bails de fauches tardives qui ont été signés pour protéger ces oiseaux-là pendant qu'ils pondent leurs œufs. Fait qu'il y a des outils vraiment qu'on n'entend pas souvent parler qui existent aussi. Donc là, c'est vraiment d'aller parler avec les experts sur votre territoire qui auront peut-être des idées à proposer inusitées. Oui, puis en milieu agricole, il y a aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais la servitude personnelle. Maintenant, c'est acceptable. Souvent, avec les organismes de conservation, on ne pouvait pas faire ça. On avait souvent besoin d'un fonds dominant en conservant. Donc, l'organisme se trouvait dans une situation où il devait acquérir un terrain pour faire d'autres servitudes. Maintenant, on peut donner une servitude au nom de l'organisme. Et ça peut être reconnu dans le programme de dons écologiques. Donc, par exemple, si une municipalité veut faire donner une servitude, et ceci dit, les municipalités peuvent aussi recevoir des dons écologiques, donc sont reconnus au programme de dons écologiques, peuvent émettre des crédits d'impôt aux propriétaires qui leur donnent des servitudes et même des terrains. Donc, c'est important de savoir, mais cette servitude personnelle-là est intéressante, on n'a pas besoin du fonds dominant et du fonds salarial. Je veux passer rapidement, juste dans le fond, le dernier bout, je me disais, où est-ce qu'on voit des gros terrains, beaucoup de milieux naturels, beaucoup de milieux humides, ben là, ça devient vraiment intéressant d'aller faire des inventaires sur ces terrains-là, puis d'offrir, dépendamment de la situation, là, tous les outils vraiment s'offrent à nous, puis vraiment, il faut aller créativité et opportunité par rapport à ce qui s'offre à nous. Là. Donc, conclusion, il faut se renseigner, il faut se faire accompagner par des organismes qui font ça, qui sont les experts, qui connaissent ça et qui ont souvent aussi accès à des programmes de financement intéressants. Donc peut-être qu'ils voudront se mettre en partenariat avec vous, mais que ça vous coûtera pas cher parce que les autres, ça leur donne accès à plein de programmes gouvernementaux si c'est la conservation qui est reconnue après ça par les ministères. Chaque situation a ses outils particuliers, ses intervenants pertinents qui ont la confiance et les liens nécessaires. Les connexions humaines sont vraiment importantes dans cette démarche-là. C'est vraiment une question de connaître ses voisins, jaser, développer des relations. Ça prend du temps, mais ça mène à des beaux projets. Donc, faut pas hésiter à... On a mis ici des acteurs clés, là, le regroupement des organismes de bassin versant, tous les creux, le réseau des milieux naturels protégés avec qui je travaille, notre répertoire des milieux naturels protégés du Québec. Si vous allez le visiter en ligne, vous allez voir qu'est-ce qui se fait sur votre territoire, c'est qui les organismes qui font de la conservation chez vous. Ça peut être un bel outil aussi. Donc, c'est ça. Puis, je pense qu'il nous reste à peu près 3 minutes s'il y a quelqu'un qui a encore une question sur n'importe quel sujet qu'on a discuté pendant la présentation. Bonjour. Oui. Il va l'arranger. Là, ça va mieux. Je l'avais appelé de Drummondville, la ville que Andréane ne voulait pas nommer. On fait partie de nos actions d'un plan de conservation qu'on n'a pas l'obligation de faire, mais qu'on s'est donné dans une planification stratégique. Je reviens sur conservation volontaire parce que nous, c'est sûr que dans quelques années, on va avoir une expropriation déguisée qui est poursuivie. Ça, c'est sûr de certain. Moi, ce que je veux, c'est optimiser la conservation volontaire. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas des propriétaires. Moi, je vais aller dans un appel de projet
puis les inciter. Mais là, il y a un give and take à mettre sur la table. C'est sûr que la ville, on peut mettre un reçu pour des dons de charité, vous l'avez dit. J'aimerais bien y aller dans les crédits de taxes, mais le ministre, il veut avancer de l'argent parce que je veux des ennuis écologiques pour compenser. Avez-vous d'autres leviers que je pourrais offrir à des propriétaires pour la conservation de l'eau? Oui, quelqu'un qui veut répondre? Juste une suggestion. On va essayer une micro pour que tout le monde puisse entendre. Ça demande un petit temps d'ajustement, mais c'est mieux pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est. Oui. Je ne sais pas si c'est un outil qui est utilisé au Québec, mais je sais que ça se fait ailleurs dans le monde, mais il y a les thèmes au service écologique. C'est un outil incitatif pour arriver à un objectif de conservation. Et puis, dans le fond, c'est la société qui paye pour les services rendus par les écosystèmes qui sont protégés. Donc, c'est un propriétaire d'un terrain qui a des écosystèmes qui offrent un service. À ce moment-là, ça pourrait être une municipalité, le gouvernement qui met en place un programme pour les inciter à conserver, admettons, une bande plus large ou un couvert forestier. Vous n'avez pas d'exemple pour le Québec? Je ne sais pas, j'ai pas étudié la question, mais je sais que ça se fait ailleurs. Mais vous, votre préoccupation, c'est sur votre enjeu de taxe, votre perte de revenus, ou c'est sur la possibilité d'avoir un montant pour pouvoir faire une acquisition, donner de l'argent à un organisme pour un fonds de dotation? Je cherche à motiver les propriétaires. Mon objectif, c'est d'optimiser le volontariat et non pas d'aller imposer la conservation des propriétaires. Si je veux faire l'inverse, je veux les inciter à qu'ils nous fassent des propositions, mais je veux quoi sur la table pour négocier avec eux autres, que ça soit gagnant-gagnant. Intéressant. Ben, moi, je vous dirais que quand même, au niveau des communautés, hier, c'est drôle, on parlait de ça avec des amis au souper, à savoir à qui est-ce que tu donnes de l'argent. Tu sais, souvent, on disait la plupart des dons au Québec, ils se donnent à la santé. Puis les organismes de conservation ou en environnement, ils reçoivent souvent moins, les gens ont moins tendance à donner à des causes environnementales. Ils vont dire, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça ou quoi. Puis moi, ce que je sens, en tout cas, ce qu'on a vécu, nous, à Beaumont, j'ai pas tout fait notre histoire, mais vous pouvez aller voir un peu ce qui s'est fait là, par rapport à un conflit, je dirais, au niveau là, de l'urbanisation de ce secteur. Mais il y a un gros montage financier qui a été fait, oui, avec des organismes de conservation, mais la mairesse, à l'époque, elle souhaitait vraiment que les citoyens démontrent eux aussi que ça les intéressait. Parce que c'est facile de se retourner vers la ville, puis dire, la ville, toi, achète, tu sais. Mais là, après, est-ce que la communauté est vraiment mobilisée? Cette culture-là, je pense, de faire des montages financiers, ou vous dites un appel de projet, ben, est-ce que les citoyens sont prêts à aussi mettre au niveau des dons dans ce cas-ci, c'est un organisme qui est, bon, c'est fait avec Conservation de la nature, mais ça aurait pu se faire avec un autre organisme de conservation local. Donc, de mettre sur pied une espèce d'enveloppe. Mais je pense que les gens, quand ils savent que c'est associé à un projet concret, des fois, ils vont avoir plus tendance à vouloir donner. Et ça, je trouve que c'est un mécanisme à penser, de dire, oui, il y a cette façon-là un peu du couperet qui tombe, là, comme les boisiers métropolitains à la CMM, puis on se dit, bon, ça, maintenant, c'est protégé. Ça peut vous aider un peu quand même à faire réduire la valeur de ce que les gens vont demander, hein, parce que vous les motivez à vouloir faire de la conservation, puis je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Je pense que si après, au niveau de votre communauté, de votre ville, c'est une ville, je pense aussi, de l'entrepreneuriat, toute la loi 122, là, il y a tout un volet financier ou de possibilité de monter des fonds là-dessus qui, je dirais, un peu encore sous-exploité ou sous-réfléchi par les villes. Donc, peut-être de vous mettre avec votre équipe municipale, puis de penser ensemble quel genre de montage ou de fonds qu'on pourrait mettre qui serait comme équitable aussi. Le fait qu'on passe aussi par des plans régionaux, je pensais à ça hier, on en parlait. Dans la loi, tu sais, moi, souvent, quand je montre le contenu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, puis sur les pouvoirs des municipalités, au niveau des compétences, la compétence sur les parcs régionaux, tu sais. Puis là, ben, Christine a dit, oui, tu sais, pour les parcs publics, c'est la possibilité de pouvoir créer. Là, je dis, oui, mais on pourrait pousser ça plus loin aussi, puis dire, ben, si au niveau régional, on fait un plan de conservation, ben, est-ce qu'à travers une quote-part, tu sais, on peut penser qu'on travaille ensemble, puis qu'on fait des acquisitions, puis on va vers un objectif régional en termes de conservation. Je pense que vous avez raison, il faut adresser ce point-là, parce que ça serait facile de juste mettre une affectation en conservation, puis d'arrêter cela. Ouais. Je pense que Annabelle Avery est dans la salle, je pense que, ou la SNAP, mais il m'en voudrait si je ne mentionnerais pas le programme 1$ pour le fonds de biodiversité. Donc, quand la municipalité s'engage dans ce programme-là, la municipalité prend 1$ par compte de taxe, la met dans le fonds, et il y a 1$ que la fondation de la SNAP donne. Donc, pour 1$, la municipalité en reçoit un autre, déjà 2$.
Là, Roger, je pense que tu fais ça comme ça, tu connais le programme. Donc, on avait une autre question, Justi. Oui, Bernard, merci, M. Macron. Là, on parle de taxes les municipalités vont payer, tout ça. Mais quand les municipalités sont plus de 30% de son territoire sur les réserves naturelles, et qu'il n'y a plus de taxes qui rentrent pour ce 30%-là, c'est là le problème aussi. Ouais. Donc, on protège collectivement un bien, mais c'est localement qui assume le volet financier. Qu'il y ait une compensation. Et ça, dans le fond, ce qu'on parle là, c'est que réserve naturelle, désignation de réserve naturelle vient avec une exemption de taxes municipales qui n'est pas remboursée. Puis ça, les organismes de conservation, c'est un enjeu pour eux et pour les municipalités. Puis c'est vraiment quelque chose qui bloque à quelque part la collaboration dans certaines régions. Puis nous, les organismes de conservation vraiment là, veulent trouver une solution pour ça. Puis ils veulent vraiment que dans le fond, que le gouvernement du Québec reconnaisse le service qu'on rend à tous les citoyens du Québec en faisant une réserve naturelle, puis que les taxes soient remboursées à la ville. Puis de l'autre côté, il y a des organismes de conservation qui doivent payer des envieux de taxes quand même assez élevés, puis pour eux, c'est vraiment difficile. On parle de petits organismes quand même, là. Donc ça, c'est un enjeu. Est-ce que vraiment, il y a de l'ouverture à travailler avec les municipalités là-dessus, là, vraiment? La prochaine, dans un an ou deux, avec la présentation, il faudrait que ça finisse avec les solutions. Oui, oui. Je vais être obligée d'arrêter la période de questions.